Bienvenue dans notre analyse. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée assez vertigineuse. Imaginez un peu pouvoir observer 4000 ans d'humanité, juste en regardant des visages. C'est une promesse immense. Oui, et c'est celle d'une exposition monumentale au musée de l'Ermitage qui s'appelle L'art du portrait, personnalité et époque. Les documents qu'on a ici décrivent une véritable traversée du temps. Alors, par où on commence? On pourrait dire que ce n'est pas juste une expo d'art. C'est un voyage dans la conscience humaine. Comment on s'est perçu, comment on a voulu être vu. D'accord. Et l'organisation elle est chronologique, oui, de l'Antiquité à aujourd'hui. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle mélange tout. Elle mélange les cultures. Exactement. Des œuvres d'Occident, d'Orient, de Russie. Toutes côte à côte. Le but, c'est de voir ce qui change, bien sûr, mais surtout ce qui reste. Ce qui est immuable dans notre fascination pour le visage. Et le fil conducteur, si je saisis bien l'idée, c'est une sorte de tension, une lutte entre le masque social et le vrai visage intérieur. C'est exactement ça. C'est la thèse de toute l'exposition. Un conflit qui traverse toute l'histoire de l'art, en fait. Tout à fait. L'exposition commence d'ailleurs de manière très primitive, presque archéologique. Oui, j'ai vu ça, avec d'anciens masques funéraires de Sibérie. C'est un point de départ assez saisissant, non? C'est un choix délibéré pour nous plonger au cœur du sujet. On commence avec un masque, littéral. Un vrai masque. Oui, en plâtre, découvert sur le site d'Oglakti, une trouvaille archéologique sensationnelle. Ces masques, ils ne cherchaient pas une ressemblance parfaite. Leur but, c'était de préserver une image, une présence pour l'au-delà. C'est la première manifestation de cette dualité. L'objet qui cache le visage, mais qui en conserve l'essence. Voilà. Et ce qui est brillant, c'est que l'exposition boucle la boucle. Elle se termine avec l'art contemporain, où les artistes, de nouveau, cachent le visage. C'est fou. On va du masque physique au masque, disons, métaphorique. Comme nos avatars sur Internet aujourd'hui. On comprend donc tout de suite que la ressemblance physique, ce n'est qu'un petit bout de l'histoire. Parfois, c'est presque un détail. Et cette tension, elle explose dès l'Antiquité, avec une opposition très nette entre les Grecs et les Romains. Ah oui. Ce sont eux qui posent les bases de toute notre tradition du portrait, mais de deux manières radicalement opposées. C'est drôle parce que j'avoue que dans ma tête, les bustes grecs et romains, ils se ressemblaient un peu tous. Alors que leur philosophie était aux antipodes. D'accord. Pour les Grecs, ce qui comptait, c'était l'idéal, le type. Le type, c'est-à-dire? C'est-à-dire que le portrait d'un philosophe, par exemple, ne devait pas forcément être beau. Au contraire, il pouvait avoir l'air négligé, mais il devait incarner l'intellect à l'état pur. On voit l'idée, pas la personne. C'est ça. À l'époque hellénistique, avec des figures comme Mithridate au Pator, c'est le charisme du chef qu'on sculpte. C'est l'idée qui prime. Alors que les Romains, eux, c'était tout l'inverse. L'obsession du réel. Des rides, des cicatrices. Oui, mais là encore, la raison derrière ça est fascinante. Ce n'était pas juste pour l'amour du réalisme. C'était politique, hein? C'était profondément politique. Sous la République, le pouvoir appartenait à des clans, les gens. Et chaque clan devait promouvoir sa lignée, son histoire. Le portrait était un outil de com. Attendez, donc un buste romain, ce n'était pas juste de l'air, c'était l'équivalent d'une affiche de campagne électorale? C'est une excellente analogie. Une publicité politique et familiale. Il fallait que le public puisse dire « Ah, ça c'est un Cornelius, on reconnaît le nez de la famille ». La ressemblance était donc vitale pour le pouvoir. Exactement. Et cette obsession du réel, elle va atteindre un sommet de brutalité à l'époque des empereurs-soldats. Rien que le nom est évocateur. Que se passe-t-il à ce moment-là? On est au IIIe siècle. C'est une période de chaos total pour l'Empire. Les empereurs sont faits et défaits par les légions en quelques mois. Et ça se voit sur les visages. Totalement. L'exposition met en avant le buste de Philippe l'Arabe. Les historiens le décrivent comme un homme brutal, cynique. Le fils d'un chef de brigands? Oui, et son portrait, c'est exactement ça. Il n'y a plus aucune tentative d'idéalisation. On le voit sur le marbre lui-même, j'imagine. Absolument. Le style devient plus sec, plus grossier. Les cheveux sont juste des entailles dans la pierre. Les traits sont durs, le front est plissé d'inquiétude, le regard est suspicieux, presque menaçant. C'est le reflet de l'époque, en somme. C'est un miroir parfait. Ces portraits transmettent des émotions très restreintes mais très puissantes. La peur, l'agressivité, l'anxiété. C'est le visage d'un homme qui sait que le pouvoir qu'il a pris par la force, il peut le perdre de la même manière. C'est une honnêteté psychologique presque insoutenable, comme le disent les notes. Paradoxalement, oui. Alors on fait un saut immense dans le temps maintenant. On passe du IIIe siècle directement au XIXe,
Que s'est-il passé pendant ces 1500 ans? Le portrait a disparu. C'est une excellente question. Le portrait, tel que les Romains le faisaient, a quasiment disparu, oui. Au Moyen-Âge, l'attention se tourne vers Dieu. L'individu s'efface. La représentation devient symbolique. Voilà. Le visage d'un roi sur une enluminure, il est là pour signifier la fonction royale, pas pour lui ressembler. C'est le triomphe du masque sur le visage. Et le retour de l'individu, c'est la Renaissance. C'est ça. L'humanisme remet l'homme au centre et on redécouvre la quête de la ressemblance, mais avec une nouvelle dimension, la psychologie. L'âme du modèle. Oui, on cherche l'âme. Des artistes comme Le Pérugin ne peignent plus seulement les traits, mais aussi la mélancolie ou l'intelligence. D'accord, je comprends mieux la transition. La Renaissance redécouvre l'individu et ensuite, j'imagine, les artistes vont vouloir explorer ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça, la révolution du 19e siècle. Précisément. C'est là qu'on assiste à un basculement fondamental. Un portrait comme celui d'Antonia Zarate par Goya, c'est un chef-d'œuvre. La ressemblance est parfaite, la psychologie est fine, mais ça reste un portrait du modèle. La révolution, avec des peintres comme Cézanne ou Van Gogh, c'est que le portrait devient une excuse. Une excuse pour parler de quoi? Pour parler de l'artiste lui-même. C'est la réaction de l'artiste face au modèle qui devient le sujet. Le portrait devient une forme d'autoportrait. L'exemple du portrait de Madame Trabuc par Van Gogh est bouleversant à ce sujet. Il est l'illustration parfaite de ce basculement. Il faut se remettre dans le contexte. Van Gogh est interné à Saint-Rémy. Il souffre. Il souffre énormément. Il n'a pas de modèle, mais il a un besoin vital de peindre des visages. Il convainc la femme du gardien, Madame Trabuc, de poser pour lui. Et il y a cette phrase terrible qu'il écrit à son frère Théo. Oui, Il dit qu'elle ressemble à un brin d'herbe poussiéreux sur le bord de la route. C'est d'une tristesse. c'est d'une tristesse infinie. Et quand on comprend qu'en disant ça, il parle de lui, ça change tout. Ça change toute la vision du tableau. Le visage de cette femme devient le miroir de sa propre angoisse, de sa peur d'être oubliée, d'être un rebut de la société. Mais ce n'est pas un geste narcissique, comme le soulignent les sources. Non, au contraire. C'est un acte d'une profonde empathie. Il se voit en elle, et il la voit en lui. La souffrance et la dignité se mêlent. Le visage du modèle devient un réceptacle pour l'âme de l'artiste. C'est une fusion en quelque sorte. Il ne l'efface pas, il l'élève en lui prêtant sa propre sensibilité. C'est exactement ça. Il lui donne une profondeur tragique, universelle, qu'un simple portrait ressemblant n'aurait jamais eu. Et cette idée de créer du sens en faisant se rencontrer des œuvres, c'est aussi le cœur du travail des commissaires d'exposition. Les documents parlent de dialogues inattendus. Oui, et c'est là que le commissariat révèle tout son génie. Ce n'est pas juste accrocher des tableaux, c'est créer des conversations silencieuses entre eux, à travers les siècles. Comme Picasso et les masques africains, par exemple. Voilà, c'est le cas d'école. On sait l'influence de l'art africain sur le cubisme. Mais là, ce n'est pas juste écrit sur un cartel. Une œuvre de Picasso est placée juste à côté d'une vitrine de masques. La connexion est visuelle, immédiate. Une leçon d'histoire de l'art en un clin d'œil. Oui, mais il y a des dialogues encore plus poignants. Je pense au face-à-face entre le révolutionnaire hongrois et la jeune fille afghane. C'est sans doute le plus puissant. D'un côté, un tableau, un révolutionnaire hongrois, juste avant son exécution. De l'autre, la photo iconique de Steve McCurry, avec ce regard intense, tragique. Un homme condamné, une jeune réfugiée. Deux destins brisés par l'histoire. En les mettant face à face, l'exposition crée un dialogue muet sur la tragédie humaine qui transcende le temps, l'espace et même les médiums. C'est très audacieux. Et il y a aussi ce lien entre une vidéo de Bill Viola et un tableau hollandais du XVIIe siècle. Là, ça semble être le grand écart absolu. C'est un des points forts, oui. La vidéo de Bill Viola, de Silent Sea, c'est une étude au ralenti des émotions qui traversent les visages. D'accord. Et en la plaçant face à un portrait de groupe hollandais, très posé, très formel, l'exposition nous force à nous demander... Est-ce que les mêmes émotions ne bouillonnent pas sous la surface des costumes de l'époque? Précisément. Ça prouve que les thèmes, l'identité, l'émotion, sont éternels. Seule la technologie change. Et au milieu de tout ça, les sources mentionnent aussi des œuvres restaurées qui révèlent des secrets. Oui, l'expo n'est pas qu'une compilation de tubes. On parle par exemple d'un portrait de jeune homme par Le Pérugin. Avant la restauration, c'était un beau tableau, mais un peu terne. Et après? Le travail des restaurateurs a fait réapparaître une douce rougeur sur les joues du modèle. C'est un détail, mais ça change tout. Ça lui redonne vie.
Soudain, ce n'est plus une image, c'est une présence vivante, un jeune homme qui respire, qui rougit. On a l'impression de le rencontrer 500 ans plus tard. Alors, après ce long voyage, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous, aujourd'hui? Les documents concluent que les artistes contemporains cachent à nouveau le visage. On revient au masque. La boucle est bouclée. Oui, mais avec une signification nouvelle et cruciale. Le masque semble l'emporter à nouveau. Les personnages sont souvent centrés, anonymes. Mais ce n'est pas pour cacher une identité. Non, c'est le contraire. C'est pour exprimer des émotions universelles. La solitude, le désespoir, des émotions si fortes qu'elles n'ont plus besoin d'un visage spécifique pour être comprises par tout le monde. L'émotion n'est donc plus dans le regard du modèle, mais dans la peinture elle-même, dans la matière, le geste. Exactement. L'émotion est transmise par le langage pictural. C'est une forme de portrait plus abstraite peut-être, mais où chacun peut projeter sa propre expérience. Et tout ce parcours de 4000 ans se termine par un miroir. C'est un geste final d'une simplicité et d'une puissance incroyable. C'est la conclusion la plus brillante. Après avoir regardé les visages des pharaons, des empereurs, des révolutionnaires, l'exposition nous renvoie à nous-mêmes. La dernière œuvre, c'est le visiteur. Le miroir nous invite à nous regarder dans les yeux et à nous demander. Et moi, quel est mon masque? Quel est mon visage? C'est presque intimidant. J'imagine les gens sortir de là et ne plus jamais regarder un selfie de la même manière. Une des sources décrit le portrait comme l'art de capturer un moment fugace comme une éternité. À notre époque où on produit des milliards de portraits de nous-mêmes, des selfies instantanés et aussitôt oubliés, ça soulève une question vertigineuse. Quelle image de notre temps, de nos visages, laissons-nous vraiment derrière nous? Dans 1000 ans, que racontera notre portrait collectif?